Et donc autour de la table, Nicolas Mérindol. Salut Nicolas, président, fondateur de Carmin Finance, et Denis Ferrand. Salut Denis, directeur général de Rexecode. Alors l'économie dans le brouillard pour commencer. Je commence par la BCE, je commence par l'activité. Allez, je commence par la BCE quand même, parce que c'est ça qui fait les secousses en ce moment très très fortes sur les marchés, Nicolas. Oui, donc rappel, c'est première hausse de taux, alors 2 hausses de taux prévues, l'une en juillet, l'autre en septembre, je parle sous ton contrôle, et donc en juillet ce sera la première depuis 2011, et Christine Lagarde dit c'est le début d'un voyage. Oui, on rentre dans un dispositif, dans le fond, vertueux et normal, c'est-à-dire passer de taux d'intérêt négatif à taux d'intérêt positif. Donc là, sur les fondamentaux, macro, si on prend de la hauteur, tout ça est normal. C'est la situation antérieure qui était anormale. Ouais. Donc on va rentrer dans un dispositif où, à nouveau, les taux d'intérêt prennent en compte la durée et prennent en compte le risque. Alors évidemment, les marchés, les acteurs se sont habitués à beaucoup de liquidités, à des taux d'intérêt négatifs, donc ça secoue sérieusement. Alors il y a ceux de la BCE, mais il y avait déjà ceux des États-Unis. Alors c'est ceux des États-Unis d'ailleurs qui ont plus d'impact sur ce qui se passe, comme à chaque fois. C'est ceux qui donnent le là. Ouais. D'ailleurs, c'est important parce qu'il faut comprendre, on dit les banques centrales, elles ne raisonnent pas et elles n'abordent pas les sujets de la même façon. Leur rôle n'est pas le même. Je cite toujours 3 ou 4 exemples. Et la Banque centrale aux États-Unis, elle s'intéresse à l'économie. La Banque centrale européenne, elle s'intéresse à l'inflation et à la solidité du système financier français et européen, et elle est très indépendante. Et la Banque centrale et leur façon d'aborder le sujet n'est pas le même. Leur autonomie n'est pas la même. Si vous prenez l'exemple de la Banque centrale en Angleterre, qui maintenant, plus que jamais, est indépendante, la politique, elle est fixée par le gouvernement. La liberté de la Banque centrale, elle est sur les instruments qu'elle utilise. Alors que notre Banque centrale européenne, elle est quasiment indépendante sur tous les sujets, dans le cadre de Nicolas, l'inflation. Le financement du quoi qu'il en coûte, c'est pas pour lutter contre l'inflation, c'est pas le mandat de la BCE. C'est pas le mandat de la BCE. Pour le coup, c'est de l'économie pure. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à faire, elle aussi, de l'économie pure. Alors, il y a une dérive. T'appelles ça une dérive, toi? Oui, il y a une dérive parce que il y a une mission, il y a des droits. Quand on est indépendant, on doit rester dans un cadre. Alors ceci étant, elle n'est pas née comme ça d'une génération spontanée. Ce sont les acteurs, ce sont les parlements, ce sont les pays qui ont donné cette indépendance et cette mission. Mais au départ, elle est encadrée. Encore une fois, plutôt autour de protection de l'inflation en dessous des fameux 2%. Ensuite, il y a, après la crise financière, la gestion de la stabilité financière au niveau européen, plutôt une bonne chose, qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a cette dérive où, sans contre-pouvoir et sans contrôle, le principe d'intervenir dans l'économie pour la soutenir est pris à l'initiative de la Banque centrale européenne sans vraiment une mission claire. Et là se pose le problème du momentum. Quelle cohérence il y a entre ces actions et les politiques économiques de chacun des pays. Donc c'est là où tout se télescope. Et on attend, comme ça, un peu comme Godot, on attend qu'elle décide. Et donc c'est maintenant. Voilà, elle dit, je vais augmenter les taux d'intérêt, repasser à des taux d'intérêt plus positifs. Donc évidemment, ça crée des tensions de refinancement, ça crée des tensions d'anticipation. Ça crée des tensions au niveau des investissements, ça crée des tensions sur le marché action. Bon, eh bien, depuis le début de l'année. Je l'ai écrit sur Twitter en rigolant. Le CAC à 6000, moi, je l'ai attendu pendant 10 ans, si tu veux. Donc, ça crée des tensions sur un marché boursier qui, qu'on le veuille ou non, se portait quand même très très bien. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des ajustements. Il se porte très bien parce que c'était cohérent avec le fait que les taux d'intérêt étaient négatifs. Ouais. Quand vous avez plus de prise de risque liée au taux d'intérêt que vous refinancez à des taux extrêmement bas, la prise de risque du marché action, eh bien, elle est complètement rémunérée par le peu de rendement qu'il apporte. Si vous aviez 5 ou 6% sur le marché action, ça suffisait. Le mot-clé sur l'action de la Banque centrale, me semble-t-il, c'est le mot désynchronisation. Et désynchronisation sur plusieurs aspects. C'est qu'effectivement, on a eu au cours des dernières années une totale synchronie entre des politiques budgétaires qui ont été extrêmement fortes pour soutenir... Tu parles synchronisation entre les banques centrales?
Synchronisation sur plusieurs aspects. Alors vas-y. Par rapport à la politique budgétaire, synchronisation par rapport à la Fed, et là ça va poser la question de l'euro, synchronisation aussi selon les situations des pays européens. Tout d'abord avec la politique budgétaire. En gros, on a eu ce que l'on appelle la fiscale dominance, dans le sens où la Banque centrale, depuis plusieurs années, elle a été là pour faciliter le financement public qui était sinon coincé. Enfin, l'intervention des déficits budgétaires des pays du sud de l'Europe. Exactement. Voilà, la Banque centrale, ses interventions actuellement, ça représente 6 points de PIB pour les besoins de financement, par exemple, de l'État italien. Les besoins de financement, par exemple, de l'État italien, c'était en gros, avant le Covid, c'était 20 points de PIB. Il y a eu une marge d'escalier qui a été franchie pendant le Covid, et cette marge d'escalier, elle a notamment été abondée par la Banque centrale européenne parce qu'il fallait faire face aux urgences. Sauf que maintenant, la Banque centrale européenne va sortir de ce financement, et donc on a toujours... Enfin, c'est ce qui est annoncé. Non, je te laisse finir et ce sera ma question. C'est est-ce qu'elle va sortir, quoi. Non, mais voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir le verbe et il va y avoir l'action. Donc il y a ce distinguo parce qu'on a franchi désormais une marche d'escalier vers le haut en termes de besoins de refinancement. Et est-ce que l'on va être capable de se passer de l'intervention de la BCE pour continuer à honorer les besoins de financement qui ont fortement monté? Mais la désynchronisation, donc est-ce qu'on va être capable désormais d'avoir une politique monétaire qui va appuyer plutôt sur le frein et une politique budgétaire qui continue d'appuyer sur l'accélérateur? Là où auparavant il y avait politique monétaire et politique budgétaire qui étaient alignées pour appuyer toutes les deux sur l'accélérateur. Tout à fait. Donc c'est là qu'on trouve un distinguo. En fait, la conclusion que l'on peut tirer de l'expérience de ces dernières années, c'est qu'il y a toujours un arrangement avec le bon Dieu. La règle du déficit budgétaire européen, il y a un problème, ni l'Allemagne ni la France ne le gèrent. Il y a une dérogation possible, on l'utilise. C'est pour une année, c'est pour 3 ans, c'est pour X années. On trouve un arrangement. Là, on est reparti 2024. Voilà. Et bien pour la Banque centrale européenne, ce sera pareil. Je pense que ça y est, on a franchi un cap. La Banque centrale européenne est appelée au secours quand l'économie a besoin d'un refinancement ou de liquidité. Après, on peut discuter de l'efficacité de cette liquidité sur la croissance. Mais retenons le principe. Ce qu'on peut anticiper, c'est que, évidemment, ça secoue les marchés. Il y a un manque de visibilité. Il y a à la fois de l'impatience, de l'inconnu qui crée une tension. S'il y a un problème, il y aura un ajustement. Il y aura un ajustement voilà, et de la Banque centrale, de la Federal Bank aux États-Unis et de la Banque centrale européenne. Moi, je suis parfaitement... S'il y a une dissociation, s'il y a une asynchronie entre la politique financière de la Banque centrale européenne et la réalité économique et budgétaire, il y aura à un moment donné une convergence de nous. Et le sujet, c'est la fragmentation de la zone euro. Oui. Denis, c'est ça? Ah oui, là, la fragmentation, c'est quand même un sujet qui est extrêmement... Donc le 10 ans italien est reparti au-dessus de 4%. Oui, c'est ça. Il y a 250 points de base d'écart avec l'allemand. L'italien, c'est quand même 300 points de base en plus depuis le début de l'année. Voilà. Ça commence à piquer sévèrement. Et donc, ça pique très fort. Donc en 2011, c'était 5,5%, enfin 550 points de base de divergence. Oui. Ils vont laisser le truc monter tranquillement avant de siffler la fin de la récréation. Ça me surprend, moi, en fait. Oui, alors, il y a eu... Même de la part des marchés obligataires, finalement. Il y a eu un petit peu de on est tous persuadés qu'à un moment, ils vont... De Christine Lagarde, qui, à un moment donné, a dit la Banque centrale n'est pas là pour gérer les... C'était sa première déclaration, ça y est. D'accord, mais ça reste. Oh non. Mais si, ça reste. Mais si, ça reste. Il y a Mais si, ça reste. prescription, Après, il faut le rattraper. Après, il faut le rattraper. Ceci étant, en valeur absolue, l'impact sur 2022 ou 2023 de la hausse de ces coûts, c'est pas ça qui va bouleverser les budgets de chacun des pays, puisqu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas à taux variable. La dette de l'État, elle a ses amortissements, donc elle emprunte pour refinancer ses amortissements et son déficit de l'année. Absolument. Donc ça ne va pas jouer sur la totalité de la dette, ça va jouer sur la dette empruntée en 2022 ou en 2023. Donc ça ne va pas bouleverser à court terme, ce n'est pas ça qui va bouleverser. Ça participe à une accumulation de facteurs, c'est plus ça qu'il faut retenir. Mais encore une fois, à terme, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. La Banque centrale européenne, si elle doit réintervenir, elle réinterviendra. Ouais. Oui, il y a quand même un élément, mais qui est du second ordre, j'en conviens, qui est l'aspect des obligations indexées sur l'inflation, qui sont quand même d'un poids, dans le cas de la France, c'est quand même 10% de la dette qui est indexée sur l'inflation, et là qui pour le coup réagit. Ouais. Donc là où on avait une inflation à 1, quand on passe à une inflation à 5, sur quelque chose qui fait 10% de la dette, on ajoute 0,4, 0,5 points de PIB d'emblée par cet simple effet de... Tu as vu la dernière initiative de nos merveilleux agents de France Trésor, qui ont donc réussi quand même à sortir à taux négatif
une obligation verte assise sur l'inflation. Ouais. Donc tu arrives à les mettre à taux négatif. Donc après, c'est un calcul. Alors Nicolas, il doit y avoir des systèmes dans les banques pour faire à quel moment tu es gagnant, à quel moment tu es perdant. Mais c'est vrai que ce sont aussi des obligations que tu as eues dans des conditions de refinancement extrêmement favorables. Il y a, la décote à l'entrée. Oui. Exactement. Il y a une très grosse décote à l'entrée. Côté bancaire, en dehors des périodes de transition, le passage d'un État à un autre, une courbe des taux pentus, comme on dit techniquement, c'est-à-dire des taux courts plus bas que les taux longs, est positive. C'est plutôt positif pour le produit net bancaire des banques. Oui. Donc instantanément, tous les dépôts Banque Centrale Européenne passent de moins 0,5, c'est-à-dire une diminution, on va appeler de leur chiffre d'affaires. Déjà, cette partie négative passe à zéro probablement en juillet et va repasser positive. Donc c'est quand même assez significatif pour le système bancaire dans sa relation avec la Banque Centrale Européenne et dans son activité commerciale. Son métier, c'est quand même d'emprunter, notamment d'emprunter à court terme pour prêter à long terme. C'est elle qui fait la transformation. Exactement. Qui se rémunère sur cette transformation. Exactement. Donc ça, c'est la dynamique en dehors de la période de transition, que je ne balaye pas d'un revers de main, mais la dynamique d'une courbe des taux qui augmente est plutôt bonne pour le système bancaire français et européen, enfin en général. Dans la période intermédiaire, Nicolas, ce qui peut se passer, c'est le problème du crédit, la dernière fois que du crédit à la consommation ou du crédit immobilier, où là, il y a une hausse des crédits. Et pour les primo-accédants, il faut savoir que quelquefois 50 € sur une échéance mensuelle, ça les exclut de l'accès au crédit. Donc ça les exclut du système de primo-accédants. Donc on raisonne, quand on est cadre ou cadre sup, on n'est pas à 50 € près par mois. Pour les primo-accédants, c'est un vrai sujet. Donc la hausse des taux va poser à court terme un problème d'accès au crédit aux primo-accédants. Nicolas, la dernière fois que tu étais venu, c'était sur les formidables résultats des banques. Ouais. Et tu m'avais expliqué à quel point, quand même, les opérations de refinancement... Ça a eu beaucoup de succès, je peux te le dire. Ça m'a rendu très populaire. Très, très populaire. Tu nous avais expliqué à quel point les opérations de refinancement de la Banque centrale avaient été le cœur de ces bénéfices. Et elles s'arrêtent, ces opérations de refinancement aussi. Ah oui, c'est là. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Elles sont remplacées. Mais moi, je suis pour que tout ce qui n'est pas vertueux, qui est exceptionnel, s'arrête. Ouais. Donc les taux d'intérêt négatifs, ces refinancements, tout ça, c'était un dispositif qui n'est encore une fois pas vertueux. Donc, mais en redevenant tout simplement dans un monde où la courbe des taux est positive, les intérêts sont positifs et la pente est positive, on redevient dans un système qui est vertueux pour tout le monde. Vas-y, Denis, mais il faut parler de, tu sais, ce qu'on appelait à une époque l'économie réelle, mais vas-y. Justement, peut-être un aspect de transition vers l'économie réelle, c'est que justement, en revenant sur l'idée de désynchronisation, c'est quand même l'écart qui s'est créé avec la Fed. Donc dans la vitesse de réaction, ce qui fait actuellement l'évolution de l'euro, c'est l'évolution des taux courts. En fait, quand on regarde les taux à 10 ans, le spread Allemagne-États-Unis n'a pas bougé depuis le début de l'année. En revanche, ce qui a énormément bougé, c'est le spread sur les échéances courtes, qui là, c'est vraiment bien plus élevé aux États-Unis en faveur des placements en dollars. Absolument. Et c'est ça qui en fait est le sous-jacent de la baisse de l'euro, qui ajoute à la complexité de la politique monétaire au regard de l'inflation importée que cela procure. Et voilà, c'est ça, parce qu'on sait jamais trop en fait la baisse de l'euro, ça dépend des périodes, c'est bien, c'est pas bien. Moi je me souviens de Ernest Antoine Sellière hurlant sur un euro, il était à 1,60 à l'époque, je me souviens. Là, dans une période de crise énergétique, l'ensemble de l'énergie est payé en dollars. Donc là, c'est sûr que c'est... De toute façon, on a une inflation importée en Europe. On a une inflation qui vient des chocs de coûts et sur lesquels on en rajoute une. Denis, Nicolas, est-ce que la Banque centrale doit provoquer la récession ? Parce que cette remontée de taux d'intérêt, là, forcément, elle va amener à refroidir la machine économique. C'est le but du jeu. Provoquer la récession pour casser l'inflation le plus vite possible, c'est ça la logique à expliquer ou alors, tu vois autre chose ? C'est plus l'équation américaine d'une certaine manière que l'équation de la BCE. Ça s'appliquerait parce plus. Ils n'ont pas cette histoire de spread de taux, mais sinon la BCE le ferait sans doute. Et surtout, ils n'ont pas une inflation qui est de même nature.
C'est-à-dire que c'est une inflation qui procède vraiment d'un déséquilibre entre de la demande et de l'offre, mais plus par le versant demande que par le versant offre. Ouais. En Europe, on a un problème d'offre. Ouais. Quand tu regardes le niveau de la demande agrégée de l'ensemble de la zone euro, donc tu fais la somme consommation, investissement, et tu regardes ton niveau par rapport à fin 2019. On n'est même pas à ce niveau de fin 2019. Aux États-Unis, ils sont 5 points au-dessus de fin 2019. Sauf qu'entre-temps, l'offre, c'est évidemment a eu quelques ratés aux États-Unis. C'est tout le problème dont on a déjà parlé sur le marché du travail, où on a viré des gens, il a fallu les faire revenir. Ces ajustements, ça prend du temps. Et donc, tu restes sur des perturbations de l'offre, mais surtout le fait majeur aux États-Unis, c'est la demande qui est très élevée. Et donc là, tu es légitime, en fait, à essayer de casser cet effet demande. C'est sur la jurisprudence Volcker. C'est la jurisprudence du début des années 80, où, en fait, pour casser l'inflation, tu mets un coup d'arrêt brutal sur la demande. Tu passes par 2 récessions consécutives aux États-Unis, en 80-82. Et à ce moment-là, l'inflation disparaît. Parce qu'en fait, tu as cassé la mécanique et tu as cassé aussi les mécanismes d'indexation. En zone euro, c'est pas du tout la même chose. Attention, on a vraiment un problème d'inflation importée. Et cette inflation importée, ces problèmes d'offres, c'est pas en relevant les taux d'intérêt que tu vas les améliorer. Au contraire, tu risques même de les dégrader parce que tes conditions d'investissement vont être moins bonnes. Et donc, ce qui pourrait faciliter ton offre vraiment productive, qui résoudrait ton problème d'inflation au cœur, eh bien, tu ne le résous pas véritablement. Nicolas, j'ai 2 remarques sur le sujet. La première, c'est que je milite pour qu'on découpe le mammouth en rondelles. C'est-à-dire, quand on dit la situation économique de l'Europe et qu'on parle de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de l'Italie avec les mêmes mots, c'est absurde. Parce que leur situation, leurs enjeux, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a un qui se positionne, si on prend l'Espagne, il se positionne, je prends toujours cet exemple des voitures. Une voiture en Espagne, elle est produite avec peu de valeur ajoutée, avec un coût de production qui est faible. Une voiture en Allemagne, les salaires sont élevés, plus élevés qu'en Espagne. Ils gagnent plus d'argent parce que la valeur ajoutée est plus élevée. Il y en a un qui peut être exportateur, l'autre qui a besoin d'être importateur, etc. Bon. Donc, je pense que la situation économique, plus que jamais, quand avant, on était à 3, 4, 5% de croissance, et le tout était de savoir si l'Allemagne était à 5, ou si l'Espagne était à 2, ou l'inverse, c'est pas grave. Là, je dis que, tant par pays que par secteur d'activité, voire même à l'intérieur des secteurs d'activité, les grandes entreprises et les plus petites, les moyennes ne marchent plus. Donc la croissance moyenne de la France de 2021 ne veut rien dire, celle de 2022 ne veut rien dire. On va voir des gens qui nous écoutent et dire « mais de quoi on parle de croissance ? Moi j'ai une réduction de 15% de mon chiffre d'affaires et on me parle de croissance ». Donc cette crise a amené en ce moment la nécessité d'être beaucoup plus fin dans les analyses, que ce soit quand on parle du chômage, que ce soit quand on parle des secteurs d'activité, que ce soit quand on parle des pays, voire des continents, États-Unis, Europe. Il faut vraiment qu'on découpe. Sinon, les gens ne vont pas du tout s'y retrouver. Je peux être à plus 15% de croissance l'an dernier. Si on prend le transport maritime, ça aurait pu être contre-intuitif. Ouais. Contre-intuitif. On se dit, il n'y a plus d'activité. Là, c'est une crise sanitaire dans le monde entier. Et le transport maritime explose. Tout simplement parce qu'il y a une concentration. Et ça, je viens à ma deuxième remarque. Une concentration de la consommation sur les biens par rapport aux services, notamment aux États-Unis. Donc, toute la croissance s'est faite aux États-Unis par remplacement. Les gens qui n'allaient pas, je caricature, n'allaient pas au restaurant, au cinéma, etc., ont acheté Apple, leur ordinateur, leur téléphone, etc. Donc il y a eu, mais les courbes sont gigantesques. Hein. C'est pas à la marge. Tout à fait. On voit un effondrement d'un côté. Et on l'a eu en Europe, sauf qu'en Europe, les courbes se retraversent de l'autre côté. C'est-à-dire que les services sont repartis quand la consommation des biens n'a pas bougé. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas essayer d'anticiper, on ne peut pas utiliser... on utilise à tort les mêmes mots pour O-M-O-T, pour les mots M-A-U-X différents. Donc, je crois que c'est vraiment important de dissocier, pour anticiper ce qui peut se passer en 2022-2023, de raisonner par pays, par secteur d'activité et pas par croissance moyenne du PIB au niveau européen. Ça vaut pour la croissance, ça vaut aussi pour l'inflation. L'inflation, quand on regarde la dispersion d'inflation, mais justement, c'est hallucinant de voir la dispersion d'inflation que tu as à l'intérieur de la zone euro. Avec la France qui est justement plutôt à 5, les pays baltes, on sait qu'ils sont à 20. Bon, très bien, mais imaginons
que l'indexation, les mécanismes d'indexation des salaires sur les prix soient à peu près homogènes. C'est-à-dire que quand tu as 1 de prix, tu as, mettons, 0,8 de salaire partout dans tous les pays européens. Donc, on va avoir devant nous une amélioration de la compétitivité salariale, coût salarial, pour les pays qui ont bien moins d'inflation. C'est d'ailleurs un peu le pari que fait le gouvernement en disant, bon, peut-être qu'on va se regagner un peu de compétitivité par les coûts salariaux de cette manière. Mais en fait, on est en train d'acheter de la fausse compétitivité. Mais bien sûr. Mais de la compétitivité qui est totalement factice. Sauf qu'il va rester tous les déséquilibres que l'on connaît, les déséquilibres en termes d'impôts de production, tu vas toujours les avoir. Et donc ça, c'est les véritables fondateurs de compétitivité. Et donc, on est en train de créer, en réalité, un potentiel de conflagration à l'intérieur de la zone euro parce que les Français vont se refaire de la compétitivité, mais en usant d'expédients qui vont pas faire complètement plaisir aux pays d'Europe du Nord. Mais non, mais en creusant nos déficits. Non, mais là, en plus, tu as parfaitement raison et on boucle la boucle. C'est-à-dire que, effectivement, on obtient cette inflation. Moi, ça reste, on en parlera tout à l'heure, mais ça reste un mystère pour moi dans la communication du gouvernement que personne, quand on sort dans la rue, ne sache qu'en ce moment, on dépense 10-15 milliards d'euros par mois ou tous les 2 mois pour maintenir les prix de l'énergie dans des... Enfin, bon, bref. Mais ce déficit budgétaire que tu creuses, tu le reboucles sur la Banque Centrale Européenne ou à un moment, et on dit, mais attendez, vous les Français, là, vous vous achetez de la compétitivité sur le dos des Allemands et en plus il va falloir que ce soit la Banque Centrale. Mais oui, c'est les Allemands qui vont la payer. Non mais à un moment ça s'arrête l'histoire. C'est ça toute la difficulté. Est-ce que ça s'arrête ou pas? Alors, donc je reviens sur mon point. Je dis que on va rentrer dans une période où des secteurs d'activité des entreprises vont vraiment être très très secoués. Je connais bien l'univers des procédures collectives. On est à la moitié des chiffres, pour faire simple, un peu mieux que ça, mais la moitié des chiffres sur 2 années consécutives. Ouais. Il manque, on met entre guillemets, il manque 40 à 50 000 défaillances. Donc voilà, c'est ça. On peut, sans être un grand savant ni un grand économiste, supposer que c'est pas la crise sanitaire et la crise de l'énergie qui fait qu'on améliore les statistiques en matière de procédures collectives. Donc elles vont arriver. Bien sûr. Elles ont été perfusées, reportées dans le temps, elles vont arriver. Le premier à déclencher les initiatives sur les procédures collectives, c'est l'URSSAF. Statistiquement, c'est l'URSSAF. Ouais. Parce que c'est le premier endroit. C'est 40% des procédures viennent de l'URSSAF. Donc quand on voit que l'URSSAF ne déclenche rien, ça va pas durer. Donc je dis petit 1, procédure collective, c'est, je ne sais pas si c'est septembre, si c'est décembre, mais la vague va revenir. Donc ça va déclencher quand même des préoccupations. Petit 2, il y a des secteurs qui vont encore être avec un fort déficit et une baisse du chiffre d'affaires, pendant que d'autres seront très positives. Petit 3, l'inflation va réveiller à nouveau, alors on les appelle les gilets jaunes, mais toute une population qui est très juste. Très juste. Bien sûr. Donc on va avoir cet univers qui ressemble un peu à notre univers politique, très éclaté sur le regard porté et subi de notre économie. Oui, tout à fait. Maintenant, si je raisonne globalement et en macro, la France reste une grande puissance, le PIB est là, la Banque Centrale Européenne est là, et je ne pense pas au collapse de la France. Donc c'est en ça où je dis que si on raisonne comme ça, on trouvera toujours une solution de Banque Centrale Européenne. On est rentré dans l'ère où le déficit budgétaire et où l'endettement de l'État est plus si diabolique que ça, s'il y a une bonne raison. Et là, il y a une bonne raison. C'est la guerre en Ukraine, c'est l'hyperinflation l'inflation importée, etc. Donc il y aura des bonnes raisons de le couvrir. Ce qu'il faut, c'est plus le regarder en macro, c'est le regarder en micro. Mais c'est à condition d'avoir des réponses qui sont de nature coordonnée. Parce que face à l'inflation, on a fait en gros comme on a fait au début de la gestion de la crise Covid, la gestion des masques. Rappelez-vous, chacun qui allait chercher ses masques, allait piquer, on se les piquait les uns les autres. Mais c'est la même chose vis-à-vis de l'inflation. Chacun a fait sa réaction face à l'inflation. On avait un choc qui était commun. On avait un choc sur les prix de l'énergie. Alors, on n'a pas les mêmes mix énergétiques, j'entends, mais on a eu un choc commun qui a touché la zone euro. Et chacun a fait ses réponses dans son coin. Aucune coordination, que ce soit en termes d'outils que l'on utilise, aucune coordination en termes d'ampleur
de la mécanique que l'on déploie. Et ce faisant, on est en train de voir réapparaître des zones de fragmentation parce qu'il y a une dispersion dans les situations. Mais on avait un contexte électoral qui faussait tout, nous, Denis. Oui, bien sûr, mais non, mais on n'aurait pas été en campagne électorale présidentielle, peut-être qu'on aurait pu davantage se coordonner. Oui, mais voilà, on aurait pu aussi inciter les Européens peut-être à réagir plus tôt, parce que c'est vrai que les Français ont été les premiers à réagir au mois d'octobre. Et tu as publié dans Les Échos un papier intéressant sur justement ce que raconte Nicolas, c'est-à-dire cette inégalité fondamentale des différents agents économiques face à l'inflation. Ah oui, mais parce que l'inflation, en fait, on oublie toujours qu'il n'y a pas, en termes de conflit de répartition, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, tous ceux qui disent, ouais, mais l'inflation, allez, on va faire 5% d'inflation, c'est super, ça va éroder la valeur de la dette ancienne. Oui, ça l'érode. Ouais. Mais encore faut-il déjà, un, que les revenus suivent, et puis deux, que les conflits de répartition qui vont être au cœur de l'inflation ne te fassent pas exploser la cohésion sociale. C'est quand même ça le vrai sujet, parce qu'effectivement, tu as un aggravateur d'inégalité qui est absolument dingue, surtout par la nature de l'inflation que l'on connaît. L'énergie, l'alimentaire, prochainement les loyers, parce que les loyers, ça réagit à... C'est pas une inflation par la hausse des salaires qui se répercute sur les... Exactement. C'est du choc exogène. Ouais. C'est du choc exogène, c'est une paume que l'on doit se répartir collectivement. Et bien donc, chacun va tirer dans son coin. Et d'ailleurs, il y a un autre élément sur le désendettement réel dont on parlait. L'adage, on ne prête qu'aux riches. Hein, c'est donc pour que le désendettement réel, c'est-à-dire que quand l'inflation érode la valeur de ma dette ancienne, encore faut-il que je sois endetté. Or, qui est-ce qui est endetté ? C'est le plus riche. 68% des ménages qui sont dans le premier quartile de revenus sont endettés. C'est 23% des ménages qui sont dans le dernier quartile de revenus qui le sont. Donc même sur cet aspect bénéfique, entre guillemets, de l'inflation que l'on peut attendre, même celui-ci est anti-redistributif. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de conflits qui sont sous-jacents à l'inflation. C'est pour ça qu'on revient sur la règle de 2% qui est dans le traité, enfin pas dans le traité, mais un niveau d'inflation limité. Pourquoi faut-il aller jusqu'à 2, c'est parce qu'avec 2, on distribue un petit peu de revenus, on monte un petit peu, tout le monde est content. Quand tu vas au-delà de 2, tu as des nids à conflits de partout. C'est pour ça qu'on va rentrer dans l'ère de pouvoir d'achat. Ah non, mais on y est là, oui, non, mais déjà aujourd'hui. Mais on va en parler dans la deuxième partie. Juste un mot, Denis. Je voyais effectivement une enquête, l'équivalent de ce que fait Rexecode via Voice. 47% des patrons parlent d'un environnement imprévisible. Focus sur la rentabilité. Moi, j'étais ce matin avec un certain nombre d'acheteurs de grands groupes. Vraiment, on se gratte la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des stocks à un moment et ils ont bien fait de faire ces stocks et tu nous expliquais que la trésorerie le permettait. La Banque de France, d'ailleurs, se félicite de ce que ces stocks ont permis de maintenir l'activité sur le mois de mai, sur le mois de juin. Ouais. Là, il faudrait recommencer et le brouillard est total. Peut-être même avant la question de rentabilité, et justement ça va renvoyer à l'aspect des stocks, c'est la question de la liquidité qui va être vraiment au cœur, la liquidité, la trésor, enfin on en a parlé. La Banque de France, elle dit oui, ça va bien. La Banque de France, dans l'enquête qu'elle a sortie ce matin... Elle trouve que tes trésoriers d'ETI, justement, sont trop pessimistes. Oui, mais tu as vu ce que disent les industriels, ce que disent les activités de services. Vas-y. C'est qu'on est passé en dessous de la moyenne de longue période sur l'appréciation de la trésor. Et c'est un recul rapidement du côté de l'industrie. Parce que tu as tous les chocs qui viennent en même temps. Parce que tu as ton choc de coût. Répercuter dans les prix. Tu dois augmenter tes stocks. Quand tu regardes l'évolution du prix relatif de la production, donc le prix de vente, et que tu le compares au prix des achats intermédiaires, tu as une chute brutale dans le secteur de la construction en particulier, parce que les échéances des devis ne sont pas les mêmes. Les devis qui ont dépassé il y a 6 mois ne sont pas renégociés, alors que les devis sur les approvisionnements pour le secteur de la construction, ils se font au jour le jour. Et donc tu as un décalage très important qui se fait, ce qui fait qu'on va assécher progressivement les liquidités, d'autant que les trésoreries, il faut se le rappeler, elles étaient à l'actif, mais elles étaient aussi au passif, au travers des PGE. Et les PGE, on commence à les rembourser. Tu vas pas le croire ce que je vais te dire, mais l'acheteur d'une compagnie de transport, je ne citerai pas, disait qu'il faisait des devis qui changeaient toutes les 2 heures en ce moment. Oui, bien sûr. Toutes les 2 heures. Oui. Non, mais c'est l'adaptation au temps de l'inflation. En fait, on rentre dans une période où, encore une fois, quand on n'a pas de visibilité, comment faire un investissement dont le retour sur investissement se mesure en années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand on a des telles variations dans les conditions économiques à la semaine. Donc, il est normal que les dirigeants lèvent le pied et attendent d'y voir un peu plus clair. Donc, c'est pour ça qu'on rentre dans une période très instable, très instable. Et un mot sur l'emploi, c'est quoi ta vision des choses, Denis ? Parce qu'il y a de la résistance sur l'emploi, on continue à avoir... Donc, il y a plein d'explications, et notamment, moi j'aime bien l'idée
d'achat de précaution, de stock presque de main-d'œuvre, parce qu'on sait très bien que quand ça va repartir, ce sera compliqué à trouver. Ça voudrait dire que les entreprises vont rester solides quand même sur l'emploi et qu'on ne va pas avoir de... Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, il va y avoir de la rétention, de gros débrayages. De la rétention de manœuvres. Tu as tellement de mal à trouver les gens, c'est pas pour les virer au premier tournant conjoncturel qui se manifeste, mais ce faisant, tu risques d'accélérer encore un petit peu plus les difficultés de trésorerie des entreprises. Oui, mais au moins, tu n'as pas un choc de chômage, enfin, tu n'auras peut-être pas le choc de chômage qu'on peut redouter. Ça ne durera pas, on ne peut pas tenir ni des stocks, ni des salariés, de la main-d'œuvre sans activité, sans visibilité très longtemps. Donc, quand le président annonce coûte que coûte, les gens se disent je fais le dos rond et on est en début de crise sanitaire, on ne sait pas si ça va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Ou 24 mois, mais à l'époque, c'est plutôt quelques semaines, quelques mois. C'est vrai. Là, on sait maintenant que sur le pétrole, sur l'énergie, sur l'inflation, c'est pas 3 mois, 6 mois ou le temps qu'on trouve un vaccin. Donc, je suis beaucoup moins optimiste sur la constitution de stocks qui ne sont plus avec des taux d'intérêt négatifs, mais des taux d'intérêt positifs, et sur la précaution de l'emploi en grande manœuvre. Bien sûr que ça existe toujours, mais pas autant que ça a été possible pendant la période de la crise sanitaire. On marque une pause.